Ala Rasoulillah. Dans cette séance, on va vous présenter l'une des techniques de variation de vitesse de la machine asynchrone. On parle de la cascade hyposynchrone. On va présenter la structure de Cramer. La vitesse de rotation de la machine asynchrone est donnée par cette expression. Donc, on peut faire la variation de vitesse par la variation de ns, la vitesse du champ tournant. On peut faire aussi la variation de vitesse par le glissement. La variation de vitesse du glissement par variation ou par action du glissement, il existe plusieurs techniques, telles que la cascade hyposynchrone, qui permet de faire la variation de vitesse par variation du glissement, et la variation aussi de la résistance rotorique. Pour la variation de la vitesse par action sur la résistance rotorique, on a une résistance extérieure insérée avec le rotor de la machine asynchrone, c'est-à-dire on parle de la machine à rotor bobiné. Cette technique présente plusieurs inconvénients tels que l'instabilité à faible vitesse et l'instabilité lorsque la charge varie. En plus, le rendement est très faible puisque les pertes joules sont très élevées au rotor. Pour résoudre ce problème, on va vous présenter une technique qui permet de faire varier la vitesse de la machine asynchrone en restituant la puissance du glissement au niveau du rotor au lieu de la dissiper dans un rhéostat. On parle de la cascade hyposynchrone. La cascade hyposynchrone est appelée aussi cascade hyposynchrone puisque le moteur tourne à une vitesse inférieure au synchronisme, c'est-à-dire le fonctionnement au-delà de la vitesse de synchronisme. Cette structure est une amélioration de la méthode de variation de vitesse par variation de la résistance rotorique. On a vu précédemment que la variation de la résistance rotorique provoque la diminution du rendement. Son principe de base, la cascade hyposynchrone, elle est basée sur la variation de vitesse par variation du glissement. C'est-à-dire, on va vous présenter comment on va faire la variation du glissement à partir d'une stratégie de commande des impulsions. Donc, le rendement est très bon ici, puisqu'on va renvoyer l'énergie au niveau du rotor vers le réseau, au lieu de la dissiper dans un rhéostat. La constitution de la cascade hyposynchrone. Comme les grandeurs rotoriques, c'est-à-dire au niveau du rotor, on a ici le rotor, ces grandeurs rotoriques, telles que la tension, la fréquence, non. Donc les grandeurs rotoriques n'ont ni la même tension ni la même fréquence que celle du réseau. Donc pour permettre cette récupération, donc il faut disposer d'un changeur de fréquence, c'est-à-dire on utilise un onduleur pour régler la fréquence des grandeurs rotoriques à celle du réseau, et d'un changeur de tension pour augmenter la tension du rotor pour qu'elle soit égale à celle du réseau. Donc la puissance prélevée du rotor par un redresseur, donc on va prélever la puissance au niveau du rotor et faire renvoyer cette énergie au niveau du rotor en passant par un redresseur, puis un onduleur, puis un transformateur. On va voir ça par la suite. Donc la puissance est prélevée au rotor par un redresseur non commandé et renvoyée au niveau au réseau par un onduleur suivi par un transformateur.
Cette structure est très reconnue, elle est appelée structure statique de Cramer. Donc, elle comporte un redresseur ici, non commandé, qui comporte des diodes, qui transforme la puissance du glissement au niveau du rotor. Cette puissance est de fréquence FR en une puissance continue ici. C'est-à-dire, le redresseur, il nous permet de déterminer ou de transformer la puissance au niveau rotor à une puissance en continu. Par la suite, on insère une inductance de lissage pour améliorer la qualité du courant continu. Troisièmement, on a ici un onduleur à thyristor qui transforme la puissance continue redressée par le redresseur. Donc, il transforme la puissance continue en une puissance triphasée de fréquence F égale à la fréquence du réseau. C'est le réglage de la fréquence qui est au niveau de l'onduleur. Le réglage de la puissance renvoyée au réseau, donc la vitesse du moteur, s'effectue en agissant sur l'angle d'amorçage des thyristors de l'onduleur, c'est-à-dire le réglage de la vitesse ou de la fréquence est obtenu par la variation de l'angle d'amorçage des thyristors de l'onduleur. Donc, finalement, on a ici un transformateur pour régler la tension de la machine ou la tension à la sortie de l'onduleur pour qu'elle soit égale à celle du réseau. Bien sûr, en se basant sur les conditions de couplage des machines électriques ou des générateurs ou des moteurs, pour coupler la machine au réseau, donc on doit vérifier les trois conditions, bien sûr, la fréquence et la tension et la succession de phases. Donc, un autotransformateur pour but d'adapter la tension à la sortie de l'onduleur à celle du réseau avec un facteur de puissance proche de l'unité. On notera ici que le rapport de transformation de la machine asynchrone est noté M masse et celui du transformateur c'est MT. Bien sûr, l'ensemble de redresseurs onduleurs est dimensionné pour une fraction de la puissance nominale de l'armada. Donc, cela nous a permis d'avoir ce qui conduit à un système avantageux vu la taille réduite du convertisseur par rapport à la puissance nominale de la machine. Donc, on a ici une minimisation du coût au niveau du convertisseur statique. Afin de respecter cette contrainte, le glissement est maintenu inférieur à 0,3. L'utilisation des thyristors pour l'onduleur nuit au facteur de puissance qui sera un peu perturbé. Donc le transfert d'énergie ici dans la cascade hyposynchrone ou dans la structure de Cramer est uniquement du rotor vers le réseau, c'est-à-dire que le redresseur est unidirectionnel et non commandé. Donc on a un seul sens du transfert de la puissance du rotor vers le réseau. La caractéristique, on commence maintenant par l'étude des allures, des tensions du courant générées par le redresseur et par l'onduleur. On commence par le redresseur, c'est-à-dire l'allure de la tension et du courant à la sortie du redresseur est donnée par cette figure. Donc on a ici la tension redressée, la tension redressée UC, et ici c'est le courant qui est un créneau. Donc pour le pont à diode, la commutation est naturelle. Donc on a θ ici et 30 degrés. Donc le point de commutation est positionné dans l'angle θ est égal à 30 degrés. C'est une commutation naturelle.
si l'on considère l'intervalle qu'on va utiliser par la suite pour l'intégration pour déterminer la tension redressée à la sortie du redresseur. Donc on considère ici que θ est positionné entre moins 30 degrés et plus 30 degrés. Donc on a ici moins 30 degrés et ici plus 30 degrés. Donc la tension UC est égale à V3 moins V2 de T, tel que V3 c'est Vm racine de 3, racine de 2, V efficace racine de 2 sinus oméga de T moins 4 pi sur 3, et V2 c'est V efficace racine de 2 ou V max sinus oméga de T moins 2 pi sur 3. Donc cette soustraction des deux tensions V3 et V2, on a choisi ici cette position qui nous a permis de faire la soustraction de V3 avec V2. Donc on trouve finalement la tension UC en fonction du temps qui est donnée par V max racine de 3 cosinus θ. Donc on remarque que la tension UC en fonction du temps est formée de 6 calottes de sinusoïdes, bien sûr de période pi sur 6. On a ici une période de pi sur 6. Donc ces calottes aussi entre deux valeurs. La valeur max c'est celle-ci et la valeur min et celle-ci. Donc l'oscillation est entre Vmax racine de 3 et 3 Vmax sur 2. On a ici 6 calottes par période, par exemple. C'est par période. Donc la valeur moyenne de la tension redressée est donnée par l'intégrale suivante. Donc on va ici d'intégrer de 0 jusqu'à pi sur 6. Bien sûr la période est de pi sur 6. On va intégrer la tension UC de T. Donc on trouve finalement la tension redressée donnée par cette expression. Telle que VR c'est la tension rotorique. C'est la tension au niveau du rotor. Et connaissant que la machine asynchrone est le schéma équivalent de la machine asynchrone est équivalent à celui d'un transformateur où le secondaire est en court-circuit. Donc le rapport de transformation de la machine asynchrone est donné par le produit de deux rapports, le rapport transformation tension et celui de la fréquence. Donc VR est égal à le rapport de transformation de la masse de la machine asynchrone fois le glissement fois la tension V statorique. Donc si on remplace VR par le rapport de transformation M masse fois G fois VS, on trouve finalement que la tension à la sortie du redresseur est donnée par cette expression qui est en fonction du glissement, le rapport de transformation de la machine asynchrone et la tension du réseau. Pour le convertisseur DC-AC, c'est-à-dire pour l'onduleur, l'allure de la tension et du courant est donnée par cette figure. On a ici une différence par rapport au pont à diode, puisque on remplace ici les diodes par des thyristors. Donc la commutation n'est pas naturelle ici. Donc la commutation est en un point à 1. Donc on a ici une différence, puisque pour la diode ou le cas précédent, la commutation est naturelle. Donc il commence à un point à 0 qui est positionné à l'angle 30 degrés. Mais pour l'onduleur, on a un décalage alpha. Donc la commutation il commence par dans le point où positionné en un point à 1 qui est déphasé d'un angle θ naturel plus alpha.
Donc on a vu précédemment que la commutation naturelle de la diode est 30 degrés. Donc on a ici la commutation du thyristor est positionnée en un point A1 qui est 30 degrés plus alpha, c'est-à-dire pi sur 6 plus alpha. Donc la commutation est en un point A1 qui correspond à un retard alpha par rapport à la commutation précédente pour la diode qui est positionnée à A0. Donc on peut calculer finalement la valeur moyenne de la tension UI au niveau de l'onduleur, donc qui est positionnée où l'intervalle d'intégration est moins pi sur 6 plus alpha jusqu'à pi sur 6 plus alpha. La période ici c'est 2 pi sur 6. Donc l'intégration va nous donner la tension en valeur efficace, donc au niveau du primaire du transformateur. Si on remplace la tension primaire du transformateur par la tension secondaire en fonction du rapport de transformation, on trouve finalement que la tension au niveau de l'onduleur est donnée par cette expression qui, en fonction du rapport de transformation du transformateur MT et de la tension du réseau. Bien sûr, VP, c'est la tension au niveau primaire, donc est égal à MT fois VS. Donc, le pont de Gretz à tout thyristor travaille en onduleur, c'est-à-dire l'angle alpha est limité entre 90 degrés et 190 degrés pour des mesures de protection, c'est-à-dire en pratique et pour éviter le court-circuit entre onduleur et redresseur, on va faire un angle de garde. L'angle de garde, c'est pour garder ou pour assurer un temps minimal d'application d'une tension inverse aux bornes du thyristor et donc éviter le court-circuit. Donc on va se limiter pratiquement dans l'intervalle qui est de 90 degrés jusqu'à 150 degrés. Donc si on néglige la chute de tension dans l'inductance qui est placée entre l'onduleur et le redresseur, en appliquant la loi des mailles dans la maille entre onduleur et redresseur, on trouve que la somme des tensions est égale à 0. Donc en remplaçant les expressions des tensions trouvées précédemment du redresseur et de l'onduleur, donc on trouve cette expression. Après simplification, on trouve que le glissement est donné par cette expression qui est en fonction du rapport de transformation du transformateur et celui de la machine asynchrone en fonction de l'angle alpha qui est l'angle d'amorçage des thyristors. D'après cette relation, nous remarquons que le glissement est directement réglable par l'angle alpha. Donc la vitesse de rotation oméga R du rotor qui est 1 g fois oméga S. Donc si on remplace du glissement ici, on trouve finalement que la vitesse du rotor est égale à cette expression qui est en fonction de alpha, c'est-à-dire la variation de l'angle alpha va nous permettre de varier la vitesse de rotation de la machine. Caractéristique couple-vitesse. Si on néglige les pertes joules statoriques et les pertes fer statoriques, donc la puissance absorbée est égale à la puissance transmise, puisqu'on a ici la puissance transmise est égale à la puissance absorbée moins les pertes joules statoriques moins les pertes fer statoriques. Si les pertes fer sont négligées et les pertes joules statoriques sont négligées, donc la puissance absorbée est égale à la puissance transmise. Et connaissant que la puissance transmise est égale à le couple électromagnétique fois la vitesse du champ tournant, donc
la puissance fournie sur l'arbre du rotor donc, est égale à la puissance transmise moins l'hyperjoule, donc la puissance électromagnétique ou la puissance reçue par le rotor, c'est une puissance mécanique, donc est égale à la puissance transmise moins l'hyperjoule au niveau du rotor. L'hyperjoule au niveau du rotor est égal à le glissement fois la puissance transmise. Donc, on trouve que la puissance reçue par le rotor est égale à 1 moins G fois la puissance transmise. La puissance prélevée du rotor, c'est-à-dire la puissance qu'on va renvoyer vers le réseau est donnée par la puissance qui représente l'hyperjoule au niveau du rotor. Au lieu de la dissiper, l'hyperjoule rotorique, de dissiper ces hyperjoules dans un rhéostat, on va renvoyer cette puissance ou ces hyperjoules rotoriques vers le réseau. Donc l'hyperjoule ou les pertes au niveau du rotor est égale à le glissement fois la puissance transmise, et la puissance transmise est égale à le couple électromagnétique fois la vitesse du champ tournant. Et en même temps, si on suppose qu'il n'y a pas de pertes au niveau du redresseur, donc la puissance prélevée du rotor est égale à la puissance à la sortie du redresseur qui est donnée par ID fois IC. Donc, si on suppose que les interrupteurs du redresseur sont parfaits, donc on peut dire que la puissance prélevée du rotor est égale à la puissance du redresseur, à la sortie du redresseur. La puissance à la sortie du redresseur est donnée par cette expression qui est ID fois IC, tel que ID c'est la tension redressée. Ici, c'est le courant à la sortie du redresseur qui est un créneau. Voilà. Donc, on continue. En même temps, si on remplace la tension redressée ici, on trouve que la puissance côté continu est égale, est donnée par cette expression. Voilà. Et en même temps, la puissance côté rotor est donnée par cette expression. Si on fait l'égalité entre ces deux extrémités, voilà, on fait l'égalité entre ces deux extrémités, donc on peut déterminer l'expression du couple électromagnétique CE, qui sera proportionnel au courant IC. Donc, d'après cette relation, nous pouvons conclure que le couple électromagnétique est proportionnel au courant ici. Voilà. Tel que ici, ici, il est en fonction ou pour le cas du redresseur, pour le cas d'un onduleur, le courant ici est en fonction où il comporte un retard alpha qui est en fonction qui représente l'angle d'amorçage. La régulation de vitesse. Si on veut utiliser la régulation de vitesse dans la cascade hyposynchrone, donc la cascade hyposynchrone est comme la machine à excitation séparée. Elle admet une relation entre le couple et le courant qu'on avait précédemment, que le couple est en fonction ou proportionnel au courant. Si on maintient l'excitation dans la machine à courant continu, si on maintient l'excitation de l'inducteur constant, donc le couple présente une relation linéaire en fonction du courant d'induit. Donc la régulation de vitesse est obtenue par deux boucles imbriquées. On a ici une boucle interne et une boucle externe. Donc, ces deux boucles sont similaires à celui des machines à courant continu alimentées par un redresseur monophasé. Donc, on a ici une boucle externe, c'est la boucle de la vitesse. Cette boucle, elle permet de générer le courant de référence pour la boucle interne du courant. Et la boucle interne, elle permet d'ajuster le courant en cascade
pour faire la variation d'angle d'amorçage du thyristor. C'est-à-dire la boucle interne, elle est responsable de la régulation du courant afin de générer les impulsions du thyristor, c'est-à-dire afin de contrôler le couple électromagnétique, puisque la régulation ou le contrôle du courant permet de contrôler le couple électromagnétique, puisqu'on a trouvé précédemment que le couple il est en fonction ou il est proportionnel au courant. Il y a une autre technique de variation du glissement, c'est la variation du glissement par cycle convertisseur. Donc pour rendre, c'est la structure de Scherbis. Donc pour rendre la structure précédente, c'est-à-dire la structure de la cascade hyposynchrone réversible, c'est-à-dire on va faire l'échange entre le rotor et le réseau, voilà. Donc, et inversement, on remplace le redresseur et l'onduleur par un cycle convertisseur. Le cycle convertisseur, il est représenté ici par ce schéma. Ça, c'est le cycle convertisseur. Donc, il comporte 18 thyristors. Donc, le coût ici, il est un peu élevé. Donc, bien sûr, 18 thyristors. Donc, il y a aussi l'augmentation où la commande sera un peu compliquée par rapport à la cascade hyposynchrone qui présente seulement un onduleur, c'est-à-dire une commande de 6 thyristors. Donc, dans cette structure, la plage de variation de vitesse est autour de 30%. Donc 30% de la vitesse du synchronisme, c'est-à-dire on peut travailler de 30% au-delà de la vitesse du synchronisme et 30% au-dessous de la vitesse du synchronisme. Mais la génération des perturbations harmoniques ici est très importante qui diminue le facteur de puissance du dispositif. Donc cette structure elle est utilisée pour des valeurs de glissement très faibles, donc des valeurs de glissement très faibles, c'est-à-dire des fréquences rotoriques largement inférieures à celles du réseau. Donc l'utilisation des thyristors qui sont intéressants au point de vue coût. À voir le détail. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.